Jean-Pierre Bemba face au procureur de la CPI, les avocats de la défense ont donné leurs conclusions ce jeudi devant la Cour. Dans ce journal, l'avis d'un des membres du collectif des avocats auprès de la CPI, pasteur Théodore Ngoy. Identifier les voies et moyens pour l'intensification agricole et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales du bassin du Congo, c'est l'objectif de l'atelier organisé ce jeudi à Kinshasa. Ceci à l'initiative de l'Institut international de l'agriculture tropicale. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire qui oppose le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba au procureur de la Cour pénale internationale. Pour ce jeudi 13 novembre, il y a eu la fin des audiences et les juges se sont retirés pour délibérer le verdict attendu ultérieurement. Entre-temps, la défense de Bemba Gombo demande acquittement de son client. Et toujours dans cette affaire qui oppose le sénateur Jean-Pierre Bemba au procureur de la Cour pénale internationale, vous le savez, c'est ce jeudi que la parole a été donnée à la défense en guise de conclusion de cette saga judiciaire qui aura duré près d'une décennie. Interrogés à ce sujet, près de les Congolais de Kinshasa ont déploré la longue détention du leader du MLC et souhaitent le voir libre de tout mouvement à l'issue de ce procès. Paulin Kalamba et Damien Maungu ont joint pour vous l'homme politique Théodore Ngoy. Ça fait plus ou moins 8 ans que le sénateur Jean-Pierre Bemba est en détention à la Cour pénale internationale. En ces jours de fin de son procès à La Haye, les Congolais de Kinshasa se préoccupent de son sort. Certains demeurent tout de même optimistes quant à l'issue de ces procès historiques. Pour le pasteur Théodore Ngoy, avocat et membre du Conseil des avocats à la CPI, le procès Jean-Pierre Bemba est un procès sans précédent. Théodore Ngoy, congolais et juriste de formation, a aussi relevé quelques incohérences et irrégularités dans cette affaire. Du point de vue du droit de la Cour pénale internationale, il a été arrêté parce que la Cour a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Jean-Pierre Bemba a commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Il y a d'autres crimes qui sont commis dans les pays qui ne sont pas nécessairement poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Le procureur, il n'a jamais poursuivi George Bush ou Tony Blair, qui sont responsables, au même titre que le serait Jean-Pierre Bemba. La défense affirme que l'accusation ne pourra pas prouver, au-delà du doute raisonnable, que les troupes qui étaient en Centrafrique, au-delà du doute raisonnable, parce que c'est la norme de preuve, que Jean-Pierre Bemba contrôlait ces troupes. Au stade actuel, ce qui intéresse les Congolais de Kinshasa, c'est le verdict de la Cour, mais surtout la liberté de leur compatriote Jean-Pierre Bemba Gombo. Et toujours dans cette affaire, ce procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, devant la Cour pénale internationale, est en train de toucher à sa fin. Jean-Pierre Bemba est accusé des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est jugé depuis plus de 4 ans maintenant. Dans les lignes qui suivent, nous vous proposons le contexte historique de ce procès et le récit de Laïn Bofandombungu. Réunis d'abord au gouvernorat de province, ensuite au centre Caritas Congo de Mbujimayi, les experts du ministère de l'Intérieur, de la CENI, le gouverneur Alphonse Ngoy Kassanzi ainsi que le député provincial du Kasaï oriental, membre de la commission politique, administrative et juridique, se sont penchés sur la répartition du groupe de faits et de droits, une tâche qui s'inscrit dans le cadre de la certification et de l'identification de la cartographie électorale en perspective des prochaines élections locales, municipales et urbaines. L'objectif poursuivi à travers ces travaux est l'élimination des imperfections constatées lors des élections de 2011. Pour qu'un groupement existe, il faut qu'il ait été d'abord créé. Et quand un groupement existe, il doit être dirigé par un chef désigné selon la coutume. Alors, vous avez un groupement qui existe réellement, qui a été créé et qui a un chef légitime. C'est un groupement qui n'a pas de conflit.
Les experts du gouvernement central, de la CENI, du gouvernement provincial ainsi que les députés provinciaux de la commission politique administrative et judiciaire ne jurent que sur le succès des élections locales, municipales et urbaines, grâce notamment à une opération d'identification et de certification qui sera bien menée. Nos machines sont allées vite en besogne. Il s'agissait de la réunion mixte entre la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement provincial du Kasso-Oriental et le ministère de l'Intérieur sur la certification et l'identification de la cartographie électorale en perspective des prochaines élections locales, municipales et urbaines. On reste en province pour vous dire que le ministre provincial de l'Agriculture du Nord Kivu a remis au nom du chef de l'État, Joseph Kabila, une assistance financière et matérielle aux déplacés de Béni, ces derniers qui ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par la MONUSCO contre les rebelles ADF Nalu dans le Grand Nord. Pour les bénéficiaires, cet assistant du président de la République vient à point nommé. Les images dans nos prochaines éditions. Encore en bref. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est rendu ce jeudi à Bukangalonzo dans la province du Bandundu pour faire le suivi des activités lancées il y a peu dans ce parc agro-industriel par le président de la République. Nous y reviendrons. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu ce jeudi 13 novembre successivement la délégation des députés nationaux, membres de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale de la République du Congo, les élus de la majorité et de l'opposition, ainsi que le Conseil de sécurité de la MONUSCO. Laïn Bofandombongo, commentaire. La coopération bilatérale qui lie l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et celle de la République du Congo a été justifiée par la présence ce jeudi des élus de l'autre rive, membres de la Commission Affaires étrangères et coopération. Notre séjour est motivé par l'intérêt commun que nous avons de relancer la coopération, la collaboration entre les deux parlements. Par ailleurs, nous avons donné les points positifs, c'est-à-dire ce qui est bon pour la MONUSCO, mais nous avons également déploré quelques aspects négatifs par rapport à la considération psychologique que la population a ce dernier temps lorsqu'on examine de plus près ce qui se passe dans les pays, notamment à l'Est, à Béni, et ainsi de suite. D'autre part, alors que la situation sécuritaire est toujours préoccupante à Béni, la mission de l'ONU au Congo s'inquiète d'une campagne de désinformation visant, selon elle, à décrédibiliser et à empêcher le travail des casques bleus. Mardi 12 novembre, la MONUSCO a appelé à faire cesser ces rumeurs. C'est la raison d'être de ce face-à-face entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et la délégation du Conseil de sécurité de la MONUSCO, conduite par Martin Kobler. Identification des voies et moyens pour l'intensification agricole et amélioration de conditions des populations rurales du bassin du Congo. Tel est l'objectif de l'atelier organisé par l'Institut international d'agriculture tropicale ce jeudi 13 novembre 2014 à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Témoin de l'événement, Afrika Mujinga et Mathieu Ngadipovi. L'agriculture telle qu'elle est pratiquée actuellement est reconnue comme étant un grand moteur de la déforestation dans les bassins du Congo où les taux de pauvreté rurale restent parmi les plus élevés au monde. Par ailleurs, les efforts de conservation du patrimoine forestier ne peuvent marcher que si les deux conditions suivantes sont satisfaites simultanément. Une option de promouvoir le bien-être basée sur une agriculture capable de pourvoir des alternatives attractives aux paysans et un environnement institutionnel et politique centré sur des acteurs du terroir qui utilisent et peuvent protéger ces forêts. Il a travaillé pendant 4 années en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Il y a quand même quelques résultats obtenus. Premièrement, la lutte contre les maladies qui attaquent le manioc et la banane en RDC. 2. La plupart des variétés améliorées de manioc, de soja, de nibé, de maïs, de la banane, du niam sont le résultat de processus d'amélioration ou d'introduction initiés par l'ITA. L'agriculture constitue donc le secteur susceptible d'accélérer la croissance économique sur une base plus équitable pour la simple raison que sa croissance est naturellement partagée
par une très large partie de la population. Organisé conjointement par l'Institut international d'agriculture tropicale UTIA et les partenaires techniques et financiers, cet atelier avait pour objectif l'identification des voies et moyens pour l'intensification agricole et l'amélioration des conditions des populations rurales du bassin du Congo. Et puis l'Agence coréenne de coopération internationale a organisé hier mercredi au Romeo Golf un forum qui a eu pour thème le mouvement Silmul Undong et le développement agro-industriel de la RDC, défis et opportunités. Reportage signé par Jean-Louis Miasukama et Hugues Moussanguilaï. Samul Undong en coréen, mouvement des nouveaux villages en français, a consacré la révolution agricole du pays du matin calme à partir des années 70. C'est pour la Corée du Sud une expérience à partager. L'expérience du peuple coréen dans le SMU est un atout précieux pour l'humanité. La production des systèmes de développement communautaire est basée sur la participation volontaire des personnes, les ressources internes et sur la confiance. Samul Undong est en partie aussi une identité de la Corée du Sud moderne. Samul Undong signifie nouveau mouvement de la joie en Corée au cours des années 1970. Samul Undong a été mis en œuvre avec succès, suivant 3 facteurs tels que le soutien stratégique du gouvernement, le travail volontaire et de la joie et le leadership fort des chefs de l'art. Les autorités congolaises sont intéressées par le modèle de développement rural sud-coréen qui commence à faire ses preuves en Afrique. La République démocratique du Congo n'a cessé de partager son expérience avec la République de Corée. Cette ambition ne peut être atteinte que par la mise en place d'une stratégie sectorielle de l'agriculture et du développement rural harmonisée et tenant compte de notre propre passé, mais également de l'expérience des pays frères à travers le monde. Les participants ont échangé sur cette expérience de Samul Undong, mais aussi sur l'agriculture congolaise. Et en culture, c'est parti pour la deuxième fête du livre dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, mercredi 12 novembre, au centre Wallonie-Bruxelles. Près de 30 auteurs congolais, belges, suisses et français vont y prendre part. Il y est prévu conférences, débats, lectures publiques et musique dans les différents sites culturels prévus par l'organisation. La suite avec José Moussangana et Damien Maungu. Ils étaient tous là, tous ceux qui exploitent différents genres littéraires, parmi eux des romanciers, des nouvellistes, des poètes, auteurs de bandes dessinées, essayistes, venus tous prendre part à la deuxième édition de la fête du livre. Pour l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, c'est une occasion de promouvoir la République démocratique du Congo à travers ses écrivains en créant des échanges avec ceux de l'extérieur. C'était important effectivement qu'on puisse créer cette fête du livre, l'ancrer dans la continuité en ayant cette deuxième édition cette année, et puis réunir des écrivains, soit d'ici, soit de la diaspora congolaise à l'extérieur, soit même non congolais, français, belges ou autres. Catherine Brahi, déléguée au centre Wallonie-Bruxelles, se félicite de l'implication des autorités congolaises dans la promotion du livre. C'est formidable, c'est essentiel. Que je remercie les Français d'avoir eu cette bonne idée d'installer une fête dont on ne pourra plus se passer. Rendez-vous déjà l'année prochaine. Vraiment, ce sont des grands noms qui sont là et ça se passe à un moment important puisque ça se passe au moment où les autorités congolaises viennent de prendre l'engagement d'une politique publique du livre et de la lecture. Et donc, voilà, ça veut dire que tous ces gens-là sont autour et avec les autorités congolaises pour respecter ces engagements liés aux accords d'Addis Abeba. Pour terminer cette soirée en beauté, les invités et amoureux du livre ont eu droit à un concert du festival. Et en sport, la 13e Coupe d'Afrique des Nations de tennis qui se tient à Brazzaville se trouve déjà à l'étape des demi-finales. Revivez les temps forts de cette compétition dans ces images que vous proposent Rigo Molopo et Patrick Borel-Mukendi.
Les Léopards défendent valablement l'image de la RDC à la 13e Coupe d'Afrique des Nations de tennis Congo-Brazzaville 2014. Cela hormis Magali Ikelenge et Arnold Ikondo qui ont quitté la compétition en 16e de finale devant la Camerounaise Katina Johnson et Meda Joel du Burkina Faso. Denis Ndondo, Toulibe Sambi et Nassi Onya, eux, continuent leur aventure sur la surface battue du central Antoine Tabé. Le directeur technique national Richard Lofalanga a assuré que ces poulains ont été bien préparés et sont à la hauteur de cette compétition. Ça, je vous le dis, ils sont en super forme. Vous avez vu comment Nancy a joué hier avec la Camerounaise, la numéro 1 Camerounaise, en 3-7, en 2-7 gagnants. Bon, et Nancy a remporté le 3e set. Un seul bémol, la non-assistance de l'État congolais handicape ces disciplines. Fédération de l'arme tennis, nous débrouillons nous-mêmes. Nous avons dû mettre la main dans nos poches pour essayer de faire quelque chose de bien, participer, faire tout pour participer à ce championnat. Toutes les fédérations sont supportées par le gouvernement, mais nous ne comprenons pas pourquoi le nôtre, depuis 4 ans, ils ne veulent pas financer la fédération de tennis. En tout cas, les ambassadeurs congolais qui font flotter les drapeaux de la RDC au pays des Denis Sassou Nguesso se contentent de maigres moyens de la fédération. C'est fort regrettable. On va à présent laisser la place à la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patricia Molengombolekuni. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Après la condamnation requise par la procureure de la CPI, les avocats de Bemba contre-attaquent ce jeudi à Nance Forum des As. C'est ce jour que les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo doivent étaler leurs arguments pour sauver leurs clients. Car la procureure a déjà requis la condamnation du chairman du MLC en l'accusant d'avoir commandé ses troupes qui se trouvaient sur le territoire centrafricain entre 2002 et 2003, alors que le militaire du MLC y était à la demande du président Ange Félix Patassé. Il revient donc aux avocats de Jean-Pierre Bemba de démontrer le contraire. Dans la même affaire, ajoute l'Observateur, l'accusation et la défense ont encore possibilité d'interjeter l'appel, après quoi la présidence de la CPI constituera une chambre de première instance en temps utile qui sera en charge du procès. Et au journal de poursuivre, le prononcé ne sera pas rendu avant 2015. Avec la seconde affaire de subornation, la marge de manœuvre de M. Bemba est fort réduite. S'il peut s'en sortir à bon escient dans la première affaire, ses collaborateurs, lui, n'ont pas de chance d'échapper au filet de la seconde. Sinon, les deux affaires pourraient bien le coincer. Les dépêches de Brazzaville, quant à elles, informent qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition promet de saisir la justice contre Kitebi et Moussongaï. Après les cinglants revers qu'elle a subis le lundi 10 novembre à l'hémicycle du Palais du Peuple après le rejet de motions de défiance initiées contre Patrice Kitebi et Rémi Moussongaï, l'opposition est en passe de saisir les juridictions compétentes pour entendre les ministres incriminés. Considérant la justesse de grief à charge de deux précités, Sami Badibanga et ses pairs entendent ainsi obtenir gain de cause en actionnant la voie judiciaire comme ultime recours. La sécurité à l'Est encore d'actualité. À propos, notre Congo Presse, Boussa Nyamouchi crée une nouvelle rébellion. Sans aucune surprise, la confirmation de cette information ne devrait pas étonner les analystes et observateurs de la situation sécuritaire dans l'Est du Congo. Il y a 2 semaines, poursuit le confrère, Boussa a fait une sortie médiatique sur la radio France Internationale. Ses propos l'ont trahi. Boussa semble entrer dans une logique infernale qui consiste à perpétrer les tueries au sein de la population locale. L'UDPS, l'heure de la vérité, révèle l'émergence. Alors que l'actualité politique en République démocratique du Congo est sur le feu, l'absence et le silence du leader de l'UDPS qui se prolonge continue d'alimenter les rumeurs dans tous les sens. Sur un autre chapitre, l'homme de la 10e rue Limité est très attendu pour trancher entre 3 scénarios en conflit au sein de son parti. Enfin, après les événements de Burkina Faso, Kinké Moulumba lance un appel au calme. Le Burkina Faso n'a aucune réalité politique ni identitaire avec le Congo, aucune. Il faut aux hommes politiques congolais de rester sereins, mobilisés autour du pays, autour de la nation, renseigne la prospérité. C'est tout pour ce soir. Bonsoir.
La remise sur le flot du bâton ITB Kokolo n'est plus que question de quelques jours. Ces assurances, nous les tenons de l'ADG de la SCTP, Tito Umba, qui a d'ailleurs fait visiter au Premier ministre Augustin Matata Ponyo cet ouvrage jeudi 6 novembre dernier. Pour l'ADG de la SCTP, les travaux sont au niveau de finissage et c'est cette page magazine que vous propose Solange Kwale Pembele sur les images de Ange Kassa. Ce qui n'était qu'une promesse est en passe de devenir une réalité. Lors de notre dernier passage en août 2014 au chantier naval de la Société congolaise des transports et de ports sur l'avenue Poids-Lourd, le bateau ITB Colonel Kokolo faisait grise mine. Aujourd'hui, grâce au savoir-faire des agents de la SCTP et surtout de la coordination du comité de gestion de cette entreprise, ITB Colonel Kokolo est revêtu de sa belle robe d'antan. Résultat d'un travail de titan exécuté nuit et jour par les ouvriers des chantiers navals depuis le 15 août 2013, date du lancement par le gouvernement congolais des travaux de réhabilitation de cet ouvrage, long de 54 mètres et large de 15 mètres, ainsi que de ses 5 barges. De la coque, c'est-à-dire la fondation du bateau, jusqu'à la timonerie, en passant par le pont principal, les 2 ponts promenades, ainsi que le pont capitaine, tout est rénové. Les appartements, les chambres, le restaurant et la chambre froide complètement réconditionnés. Lors de sa dernière visite sur ce chantier le 6 novembre 2014, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qu'accompagnait l'ADG de la SCTP Tito Umba, s'est bien rendu compte du bon fonctionnement de 2 moteurs principaux, dotés chacun d'une capacité de 680 chevaux. Ajoutez à cela les 2 moteurs auxiliaires. Hormis le premier budget alloué aux travaux de rénovation du majestueux Kokolo, évalué à 3 440 000 $ américains, le gouvernement Matata Ponyo a fait un complément de 2 300 000 $ américains. Question d'imprimer réellement l'image de la révolution de la modernité à ce navire. Le gouvernement veut la modernité pour ces bateaux. On a ajouté certaines choses qui n'étaient pas prévues pour la fin des travaux. Par exemple, au niveau de chaque pont, il est question qu'on puisse couvrir encore avec les bois. Nous avons nos amis chinois qui travaillent avec nous et nous osons croire qu'ils vont respecter au moment où nous allons nous engager. J'ai vu la note. Quand on a voulu faire ces aménagements, il était question qu'on utilise des matériaux en plastique, mais maintenant on a pris l'option d'utiliser le bois. Alors on doit changer la lettre pour donner l'autorisation aux Chinois de commencer. Je crois que dès demain ou après-demain, ils vont déjà commencer. Et je crois en une semaine ou au plus tard, en 10 jours, ils vont terminer le travail qui reste. Mais du reste, le bateau va remonter encore au niveau du transbordeur pour qu'on puisse terminer les travaux de bin cooling pour les chambres froides. Mais c'est un travail d'une journée. D'une journée, on termine, on lance les bateaux. Donc ça ne pose pas de problème. Donc notre bateau, en quelque sorte, le pousseur est presque prêt. Mais nous allons voir aussi les problèmes des barges. Dès qu'on termine les barges, le convoi peut partir. Mais à quand la remise à flot effective de ce bateau? On communiquait au départ la date du 15. Mais il y a certains préalables. Vous savez que l'argent aussi ne sort pas au même moment. Du moment où on a demandé l'argent et du moment où nous avons reçu, il y avait une différence. C'est ça qui a fait qu'on ait un petit décalage de ces temps-là. C'est la raison pour laquelle nous maintenons la date du 15 en interne au chantier. Mais s'il y a un glissement, nous allons partir jusqu'à la date du 30. Et je crois au plus tard le 30, les bateaux doivent être à la disposition de l'exploitation. Bien sûr, le bateau aura un coût parce que le luxe qu'on a mis nécessite un coût. Mais pour ces bateaux, le gouvernement est en train de voir aussi le social de sa population. Parce que si nous voyons les origines d'abord d'accepter de financer ces bateaux, c'était à cause des conditions anormales de voyage que nos frères de l'Équateur et de la province orientale effectuaient sur le fleuve. Suite aux différents accidents que nous avons connus sur le fleuve,
C'est à cause de cela que le gouvernement a pris conscience de remettre les unités à l'époque de l'ex-Sonatra pour réaliser ces transports. Donc nous voulons quitter ces transports qui étaient devenus pratiquement un transport où on négligeait le peuple, vers un transport où on veut considérer l'homme par le gouvernement. Donc, ce qui fait que, je sais qu'en principe, le bateau devait avoir un coût, mais nous sommes en train d'étudier au niveau de la direction commerciale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le coût du billet soit réduit. Mais vous savez qu'il y a plusieurs taxes, par exemple. On peut détaxer, par exemple, Kokolo. Il y a les taxes de l'hôtel de ville, il y a les taxes ici, tout ça. Bon, ce sont des taxes qu'on va négocier pour qu'on enlève ça, de façon que ça permette à ce que même les derniers de la population puissent avoir la possibilité de payer son billet. Peut-être pas dans le luxe du bâtiment Kokolo, mais dans les barges, ils peuvent se retrouver. Sur terrain, l'ADG Tito Oumba continue à donner des instructions, surtout en ce qui concerne les barges qui devront constituer le premier convoi. Tu me décris tous les travaux à faire et vous dites que voilà, tel travail nous avons terminé à telle date, jusqu'au 15. Et au 15, les bateaux doivent être capables d'être jetés dans l'eau. Parce que déjà, le niveau COP là, c'est parce que le COP déjà j'ai terminé. Ici aussi, il y a l'armement. Là, c'est l'armement pour les barges. Normalement, dans les barges aussi, il y a des lits à étage. Il y a des lits. Normalement, je vais vérifier s'ils ont acheté. Mais normalement, il y a des lits. Des lits de combien? De quel niveau? 2, 3. Et ça, il y a combien? Eu égard à ces instructions, le directeur de chantier naval et son équipe rassurent. La population verra son bateau. Ce qui est technique est terminé. Nous sommes dans une maison, j'avais dit. Dès qu'on fait la maison telle que celle qui est là, on est en travail de finition. Les grosses œuvres sont terminées. D'ici là, incessamment, je dirais, la population aura son ITB modernisé d'après la révolution de la modernité. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de remercier et le président et le gouvernement pour s'être donné cette peine de donner les moyens à ce que l'ITB Kokolo va devenir une réalité. Nous y tenons et vous verrez également Kokolo naviguer. Ne vous effrayez pas, nous tiendrons cette date-là. S'il y avait des remarques à faire, on travaillait ensemble avec eux et voilà tout ce qu'ils ont réalisé. J'étais tout le temps à côté d'eux. Donc nous sommes bien sûrs que ça va tenir pendant encore beaucoup de temps. Nous sommes presque à la fin de nos travaux. Comme l'a dit le directeur du département, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes dans les travaux de finition. Les barges passagers, il y en a deux. Il y a la barge Wagenya et puis la barge Bangolia. Et puis il y a une barge cargo C524. Nous sommes maintenant aux travaux des petits travaux de finition qui sont en train de faire, mais les grands travaux sont tous terminés. Nous sommes certains, on a fait un bon travail là-bas. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de faire le carénage des unités flottantes au chantier naval. Jadis, on disait que le chantier ne travaillait pas. Dans notre société là, on passait les travailleurs du chantier comme si c'est qui restait comme ça. Alors, depuis le début de l'ITB Kokolo, c'était comme de la blague. L'ITB Kokolo était arrivé au chantier dans un état que personne ne pouvait encore imaginer, se remettre à flot. Aujourd'hui, les travailleurs, dans des conditions très difficiles, les travailleurs se sont donnés et aujourd'hui, on a retapé Kokolo dans toute son entièreté, rien que par la main-d'œuvre de chantier naval. C'est ça d'abord qui nous anime, c'est ça d'abord qui fait notre fierté. Nous tous là, nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, tant autorité de l'ONATRA que du gouvernement, tout le monde sait aujourd'hui que si vous donnez un très grand travail au chantier, vous mettez des moyens, les travailleurs du chantier sont à même de faire tout qui sera mis à leur disposition. Quand on parle aujourd'hui de l'ITB Kokolo, c'est vraiment une fierté pour toute la nation. Dans peu de jours, ITB Colonel Kokolo sera à flot, à la grande joie de tous les riverains du fleuve Congo et surtout de deux commandants, Essélé Dominique et Kabaki André, qui vont reprendre le service et parcourir ainsi 1734 km de voies navigables en raison de 17 km par heure.
Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Antenne A pour la suite de nos programmes. Et vous savez que demain, déjà à partir de 7h30 à 10h et à midi, vous aurez droit au bulletin d'information. À 16h, il y aura le journal en lingala. À 19h pour la grande édition, retrouvez Alain Kyuka. Bonsoir chez vous.